Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Les autorités nigériennes et certaines structures se mobilisent pour contrecarrer d'éventuels risques d'inondation. C'est l'objectif d'un atelier qui a ouvert ses travaux ce matin. Les élections professionnelles auront lieu le 22 octobre prochain au Niger. La commission en charge d'organiser ces élections fait le point des préparatifs. Vendredi 7 août 2015, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les usagers de la route nationale numéro 1, précisément du tronçon Malbaza-Madawa, ont passé la nuit d'hier en cours de route en cause d'un accident entre deux gros porteurs qui ont bloqué le passage dans le deux sens. Dans la mi-journée de ce vendredi, nous avons joint un usager au téléphone qui témoigne. Hier, aux environs de 9h, deux camions étaient entrés en collision sur la route nationale N1, précisément entre Madawa et Malbaza. Cet accident a bloqué le passage dans les deux sens, provoquant du coup un embouteillage. Tous les usagers d'hier ont passé la nuit à la claire de la lune sous une pluie battante. Il a fallu un mouvement d'humeur des passagers pour pouvoir dégager la voie ce matin. Jusqu'au moment où je te parle, nous sommes dans l'embouteillage. On peut estimer à plus de 500 le nombre de véhicules et camions qui sont bloqués. Le problème, ce sont les enfants, les vieillards et les femmes, car il n'y a plus rien à manger. Aucune des autorités n'est venue s'enquérir de la situation. Mais seul le chef gendarme était lui sur le site. Il a fait de son mieux. Nous lançons un appel au président de la République qu'il veille à ce que les gens qu'il nomme fassent leur travail. Troisième et dernier jour de la grève du syndicat national des agents du ministère chargé du commerce Sinacom, qui exige entre autres la prise en compte de sa plateforme revendicative en souffrance depuis juin 2015. Hier jeudi, le ministère a assigné le syndicat en justice. La justice, après avoir statué sur la légitimité de la grève, débouté le ministère et déclare légale la grève du Sinacom. Un atelier de validation des études sur la construction et la réhabilitation des digues de protection de la ville de Niamey afin de mieux faire face aux menaces d'inondation a débuté ses travaux ce vendredi dans la salle de réunion du gouvernorat. L'atelier est organisé par le projet de gestion des risques catastrophes et du développement urbain PGCR. Le compte rendu avec Assoumana China et Nassar Seydou. Il s'agit, à travers cette rencontre qui regroupe les autorités régionales et communales, les directeurs généraux, centraux et régionaux et les chefs coutumiers, de valider des études menées par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain sur la construction et la réhabilitation des digues de protection de la ville de Niamey. Les travaux vont consister au rehaussement et à la confortation de 4278 mètres linéaires de digues et son prolongement jusqu'au village de Courteré par la construction d'une nouvelle digue de 1628 mètres, soit un total de 5906 mètres linéaires d'endiguement à réaliser pour le quartier de La Mordée. À la construction d'une nouvelle digue de 1607 mètres linéaires de longueur à Saga. Pour le quartier de Goudel, deux options ont été proposées pour cette étude. Il s'agit de la première option, c'est le rehaussement et la confortation de l'ancienne digue de 2115 mètres linéaires et son extension sur une longueur de 709 mètres linéaires, soit une longueur d'endiguement de 2825 mètres linéaires. L'option 2 de Goudel consistera au rehaussement et à la confortation de 1632 mètres linéaires de l'ancienne digue, une extension par la réalisation de 2260 mètres, soit 3892 mètres d'endiguement. Il est important à ce niveau de préciser que tous les ouvrages seront munis de dispositifs d'accès pour les riverains et de drainage des eaux de la ville vers le fleuve
à travers des rampes d'accès, des clapets anti-retour et des fossés de garde. Le gouverneur de la région de Niamey a dans son adresse espéré que cette rencontre puisse permettre de passer aux actions concrètes pour faire face aux menaces d'inondation à Niamey. Mon souhait le plus ardent est que nous puissions rapidement quitter la phase des études interminables et de la théorie pour nous consacrer résolument aux actions concrètes. Parce que cette situation n'a que trop duré. Et le fait qu'aujourd'hui, on ait à côté un projet de gestion de ces catastrophes est un avantage inestimable parce que ça nous permettra de disposer des moyens conséquents et d'agir à temps pour que ces inondations ne soient plus à l'ordre du jour pour les années à venir. Et je pense que la qualité des participants dans cette salle, à cette réunion, me permet d'espérer que c'est peut-être la dernière assise que nous allons avoir concernant ces inondations au niveau de la région de Niamey. Il est attendu de cette réunion un document cadre dont la mise en œuvre permettra de mettre la ville de Niamey à l'abri des risques d'inondation de manière conséquente. Situé à près de 13 km à l'ouest de la capitale, dans le premier arrondissement communal, le village de Tondoukarey a été choisi hier pour abriter la cérémonie de plantation d'arbres, une initiative de l'association des personnes handicapées locomoteurs du premier arrondissement de Niamey qui rentre dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l'arbre. C'était sous la présidence du maire du premier arrondissement, comme nous le précisent Adam Soumana et Soumaïla Abdoulaye. C'est l'école franco-arabe du village de Tondoukarey que le bureau de l'association des personnes handicapées locomoteurs du premier arrondissement de la capitale a choisi pour planter des arbres à l'occasion du 40e anniversaire de la fête nationale de l'arbre. Une cérémonie placée sous la présidence du maire de l'arrondissement communal concerné qui s'est réjoui à l'image du responsable de l'établissement de cette initiative louable. C'est une opération qui a été prévue donc, pour le 3 août que nous avons décalée. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier le président de l'association des handicapés locomoteurs de l'arrondissement communal Niamey 1 avec son staff qui ont pensé à ce 3 août qui coïncide avec le 55e anniversaire donc, de l'indépendance de notre pays à planter des arbres à l'école Médersa de Tondoukarey. Donc c'est vraiment une opération à saluer. Les handicapés qui sont venus ici pour participer, pour planter ces arbres-là, nous sommes satisfaits de leur présence, plus la présence du maire de la commune 1 avec ces éléments. Nous sommes contents, nous souhaitons que ça soit une vie qu'on doit vraiment gérer comme ça c'est droit. C'est-à-dire les arbres qu'on nous a plantés, il faut que Dieu nous aide à les soutenir jusqu'à ce que ça grandisse. Quant au président de l'association des personnes handicapées locomoteurs, il a justifié ce geste comme leur contribution à la lutte contre la désertification du pays. On a fait les plantations d'arbres ici à Tondoukarey parce que vous savez, il y a beaucoup de handicapés locomoteurs qui sont ici dans le Tondoukarey. Ils ne savent pas, est-ce qu'il y a des locomoteurs qui sont en ville? Je ne sais pas. Donc maintenant qu'on est venu ici pour planter les plantations ici à l'arbre, ici au Tondoukarey, et les locomoteurs qui sont ici au Tondoukarey, ils ont pensé que vraiment ils ont des amis à Niamey. Maintenant ils ont essayé de joindre ici à Niamey. Les locomoteurs qui sont au Tondoukarey, ils ne sont pas restés bras croisés. Parce que même si tu es un handicapé, tu ne peux pas penser que tu n'as rien fait, tu es assis toujours à la maison comme ça. Donc ça, c'est pas possible. Il y a des handicapés qui n'ont même pas essayé d'assumer. Ils sont sortis pour faire le travail. Ils ont essayé. Nous, on est contre de toujours la mendicité. Donc c'est pour cela on est venu ici, notre frère qui sont en Tondoukarey, pour soutenir ensemble. Les notables du village bénéficiaire ont à leur tour loué cette initiative qui dénote selon eux que l'on n'est handicapé que dans la tête.
La directrice de l'USAID pour l'Afrique de l'Ouest en visite de 4 jours au Niger était ce vendredi matin au centre médico-social du campus universitaire de Niamey où un projet leadership universitaire pour le changement a été mis en œuvre et cela avec l'appui de l'USAID et l'ONG Evidence to Action. Compte rendu Michel Djedji et Aboubakar Soleil. C'est depuis février 2014 que ce projet a été lancé au campus universitaire de Niamey dans le souci de renforcer la capacité des étudiants en matière de connaissances sur la santé de la reproduction. Avec ce projet, nous menons des activités sur la santé des jeunes et adolescents. On a eu à visiter des régions, notamment Maradi, Tawa, Zender, pour mener des activités sur la santé des jeunes et adolescents. Donc, comment les étudiants appréhendent ce projet au niveau de l'université de Niamey? Bon, ici à l'infirmerie, il y a un service, il y a une salle réservée à la PF. Celui qui a besoin de ça peut aller consulter. C'est comme si c'est un sujet tabou. Ils ne veulent pas parler de ça. Mais malgré, nous fournissons des efforts pour mener ces camarades à comprendre c'est quoi l'objectif de ce projet, qu'est-ce que ce projet vise. Les difficultés qui sont prises en compte au niveau des programmes de l'USAID. À mon avis, ce n'est pas à nous, les partenaires, de développer les meilleures réponses. Je pense que c'est à vous et les représentants de la société civile, les femmes, les jeunes, les religieuses, de discuter entre eux les questions de santé et en fait l'avenir de leur pays et de trouver ensemble les approches qui sont appropriées pour vous, pour la population du Niger. Et nous, les partenaires, notre rôle est de vous soutenir dans ce processus. Cette rencontre a également permis à la directrice régionale Afrique de l'Ouest de l'USAID de présenter les domaines d'intervention au Niger de cette agence américaine dans le cadre du soutien du gouvernement américain. Puisque nous parlons de la santé, parlons-en avec la saison de pluie en cours au Niger, qui est une période propice à la multiplication des moustiques, une période aussi du paludisme. Pour se mettre à l'abri, il est conseillé donc d'utiliser les moustiquaires qu'on peut trouver partout à Niamey. Reportage Memouna Daouda et Aboubakar Soleil. La saison des pluies vient avec son cortège de maladies, parmi lesquelles le paludisme. Une maladie causée par la piqûre de l'anophèle femelle. Une période pendant laquelle la population utilise les moustiquaires, ce qui fait l'affaire des revendeurs. C'est dans la période des pluies que les moustiquaires sont beaucoup sollicités par la population. Dieu merci, on arrive à satisfaire nos besoins dans ce petit commerce. Alhamdulillah, igo sabir kose. La igo do na fugum gumo, c'est tout son lokchora. Quand kedi akakuto. Je suis revendeur de moustiquaires. Comme les agriculteurs, nous aussi, nous profitons de cette saison de pluie. Car c'est en ce moment que la clientèle s'accroît. Les prix varient entre 2000 francs et 10 000 francs. Ils sont nombreux à se servir de ces moustiquaires pendant cette saison des pluies pour une protection contre le paludisme. J'utilise les moustiquaires pendant la saison des pluies pour me protéger contre le paludisme. Je suis venue acheter des moustiquaires parce que moi je ne peux pas rester sans moustiquaires, car pendant cette période il y a beaucoup de moustiques. De tout genre et de toutes sortes, l'utilisation de ces moustiquaires est d'une grande importance, nous explique Dr Elias Idi. Ce que la population doit comprendre, le moustiquaire là, il
faut pas venir causer jusqu'à minuit et aller se coucher dans la moustiquaire. Non. Il y a une période de la nuit, en tout cas à partir de 20h, 21h, il faut faire en sorte qu'on s'éloigne des moustiques. Parce que si vous êtes exposé et que les moustiques vous ont déjà piqué et que vous rentrez dans les moustiquaires, à coup sûr, vous allez développer le palu. Soit trouver d'autres moyens pour détruire les moustiques en attendant que vous rentrez dans les moustiquaires. Il faut débarrasser le quartier de tous les déchets qui sont dans les conteneurs. Il faut que les municipalités vident de façon régulière. Il ne faut pas attendre que les déchets se déversent en même le sol un peu partout. Il faut évacuer tous ces conteneurs. Il faut faire en sorte que la population puisse empêcher la stagnation de l'eau dans les quartiers. Parce que l'eau stagnante constitue un type de larvaire et ça favorise la multiplication des germes. Chère population, suivez les conseils du docteur pour une prévention totale de cette maladie qu'est le paludisme qui tue des milliers de personnes à travers le monde. Je le disais à l'instant, la directrice de l'USAID pour l'Afrique de l'Ouest est en visite de 4 jours au Niger. Elle a saisi l'occasion pour se rendre hier dans la région de Tillabéri, notamment dans les localités de Baléara et Filengue. La directrice Suzanne Fan a été dans ces régions dans le cadre de la mise en œuvre du projet registre financé par son institution. Michel Dedi et Aboubakar Soleil. C'est un projet qui s'inscrit dans la droite ligne de la nouvelle stratégie du gouvernement américain contre la faim et pour la sécurité alimentaire, reposant sur les principes de Rome des Nations Unies. Un programme qui vise également à assurer une autonomisation efficiente aux femmes rurales en vue de leur émancipation. Dans le site qui leur a été offert à Emana, comme dans les jardins domestiques financés par ce projet à Balayara, la directrice régionale de l'USAID pour l'Afrique de l'Ouest a eu à exprimer son entière satisfaction par rapport à l'engagement des femmes bénéficiaires de ce projet dans toutes les localités sillonnées. L'objectif en général de ces projets est de améliorer les conditions les populations les plus vulnérables à des chocs climatiques et d'autres types de chocs. Alors, l'approche résilience est une approche multisectorielle. Comme on a vu plusieurs types d'activités, on a vu l'agriculture, la santé, la nutrition, les activités génératrices de revenus. Alors, c'est nécessaire d'encadrer les populations dans tous les aspects pour vraiment avoir un progrès sur leurs conditions de résilience. Madame la directrice, nous constatons que vous valorisez la production du moringa à travers le projet RESIS. Qu'est-ce qui explique cet intérêt? C'est une plante qui on peut utiliser pour améliorer beaucoup la nutrition des enfants et les mères enceintes et tout le monde en fait. Et aussi la plante est là les autres caractères en termes de bénéfices pour l'environnement et il paraît qu'il y a un très bon marché pour les produits à Niamey et dans la sous-région. Alors, c'est vraiment un produit qui a montré beaucoup de potentiel pour la population. Pour arriver à l'échelle avec les bonnes pratiques, c'est ça qu'il faut. C'est la collaboration entre tous les partenaires et bien sûr le gouvernement. Au vu de tous ces efforts de l'USAID en faveur d'une amélioration des conditions de vie de ces femmes, elles ont eu à réaffirmer leur volonté à ne ménager aucun effort pour faire de ce projet une réussite totale. wallahi irsabu zama kirgone day fallang ni daga cendi kalanda foyen gishi haro do mako irma cendi amma kan regiska wallahi irsabu atirse forage atirse garba way nima akandirse dume bundo kalkaloto wato nya hinzinu so wallahi irgonwa irganera irgade hayni. Débuté depuis 2013 au Burkina Faso et au Niger dans les régions de Tillabéri, Maradi et Zander,
Le projet de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience au Sahel est un projet à plusieurs volets qui est financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID pour une durée de mise en œuvre de 5 ans. Et puis l'association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a tenu cet après-midi un point de presse. C'était au centre nigérien de promotion touristique. Il s'est agi d'informer l'opinion publique sur les résultats des travaux du comité chargé de réfléchir sur les mesures urgentes à prendre au profit des victimes des actes de vandalisme perpétrés les 16 et 17 janvier dernier. Un extrait du point de presse animé par le président, le secrétaire général de cette association, Madougou Ibrahim. Les recommandations issues des travaux de ce comité sont les suivantes. 1. Procéder au dédommagement préalable des établissements sinistrés. 2. Accorder des allègements fiscaux et ou exemptés d'impôts pendant 5 ans tous les établissements sinistrés. 3. Négocier avec les banques la place en vue de différer dans des délais supportables pour les établissements sinistrés le paiement de leurs emprunts. 4. Négocier au profit des établissements sinistrés des lignes de crédit auprès des institutions appropriées. 5. Accorder des facilitations d'exonération du code des investissements aux établissements suivants. Hôtel Les Collines, Hôtel Univers 3, Hôtel Les Palmiers et Hôtel Arc-en-Ciel. Et enfin, 6. Prendre des mesures sécuritaires idoines en vue de prévenir la résurgence de tels événements à l'avenir. À ce jour, force est de constater que seules les mesures de facilitation d'exonération prévues par le Code des investissements ont été prises au profit des établissements cités plus haut. Tout en reconnaissant l'engagement et la disponibilité à nos côtés de certaines autorités, dont notamment la ministre du Tourisme et de l'Artisanat et les membres de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, nous constatons que beaucoup reste encore à faire dans la mise en œuvre de ces recommandations. C'est pourquoi, à travers ce point de presse, nous exhortons encore une fois nos plus hautes autorités, Présidence de la République, Primature, Assemblée nationale, pour qu'elles s'impliquent davantage dans le règlement de la situation que vivent les promoteurs depuis ces douloureux événements. Aussi, nous informons l'opinion nationale et internationale qu'en termes de dédommagement ou d'appui financier, l'association n'a reçu aucun copec et de qui que ce soit. Néanmoins, nous continuons les démarches, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, pour que l'inscription dans le dernier collectif budgétaire de la somme de 300 millions de francs CFA au profit de tous les secteurs touchés lors de ces événements puisse avoir une clé de répartition qui nous est plus favorable. C'est pourquoi nous demandons au comité de crise installé à la primature et dont le président et le directeur de cabinet du Premier ministre plus d'engagement et plus de disponibilité dans le traitement de nos dossiers. Les premières élections professionnelles au Niger sont prévues pour le 22 octobre prochain. À moins de 3 mois de ces élections, la commission nationale chargée d'organiser ces élections professionnelles CONEP a organisé ce matin un point de presse. Objectif à voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour réussir ces élections professionnelles. Nafisa Zakou. Faire le bilan des activités menées et dresser des perspectives, tel est le but de ce point de presse animé par le président de la Commission nationale des élections professionnelles, CONEP. Les activités sont jugées satisfaisantes selon le président du CONEP. Le recensement, tel que le code électoral nous l'indique, devrait se faire in situ, c'est-à-dire on devrait trouver les agents sur leur lieu de travail. Et pour faciliter la tâche, au niveau de la CONEP, nous avions convenu de faire en sorte que nous combinions l'approche dite du constat en termes de visite sur place, mais également du passage en revue des listes fournies par les services en charge de la gestion des ressources humaines, mais au niveau de chaque entité visitée. Donc c'est ce travail qui a été fait durant toutes ces dernières semaines au niveau de ces différentes commissions administratives. Au stade actuel, nous sommes en train de collecter les différentes données statistiques
sur l'ensemble du territoire national. Je dois dire que de façon globale, pour l'intérieur du pays, on peut estimer que le travail est plutôt satisfaisant. Des perspectives sont en cours afin que les élections professionnelles puissent être organisées le 22 octobre prochain. D'ici la semaine prochaine, si tout va bien, nous devrons être en mesure de pouvoir recevoir les différentes données relatives à l'identification des électeurs sur l'ensemble du territoire national et envisager la phase dite de saisie sur la base d'une application qu'on a fait développer à travers un cabinet qui nous appuie pour le faire. Aux uns aux autres, ils n'ont pas pu se faire recenser durant la première phase de recensement, de pouvoir le faire avec le processus de ratissage. Toujours est-il que la précaution que nous venons de prendre à travers la réunion plénière de la CONEP en début de semaine, c'était de pouvoir ouvrir le ratissage à compter du 10 jusqu'au 21 inclus. Plusieurs questions d'éclaircissement, notamment sur ce qui a été fait relativement à l'organisation et les difficultés rencontrées au cours du recensement ont été posées par les journalistes. Pour permettre à tous les acteurs de voter, la CONEP appelle à une mobilisation des concernés pendant la période de ratissage. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.